Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cyclisme sur piste. La route s'est terminée il y a quelques semaines, mais on arrive en plein dans ce qui va occuper leur saison de route, avec notamment le cyclisme sur piste. On a eu les mondiaux il y a 10 jours à peu près à Roubaix, les mondiaux qui seront également l'an prochain à Saint-Quentin-en-Yvelines. On a 2 années d'affilée en France, c'est une chance, on va en profiter. On va donc débriefer le parcours, le bilan de nos Français, regarder un petit peu comment va la piste en général. Pour ça, je suis avec un de nos spécialistes piste sur le groupe Eto, Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Et on est également avec un invité de marque, François Pervy, un ancien multiple champion du monde et qui était aux commentaires de ces mondiaux pour France Télévisions. Bonjour François et bienvenue sur Chasse Patate. Merci. Avec toi François, on va se concentrer un petit peu plus sur le pôle sprint que le pôle endurance de l'équipe de France, tout simplement parce que c'est ce que tu connais le mieux, le pôle sprint, même si quand même on a eu d'excellents résultats du côté du pôle endurance lors de ces mondiaux, on y reviendra bien évidemment. Et avec tout ça, vous connaissez le programme de ce podcast, attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors déjà... on l'a dit, les mondiaux qui avaient lieu à Roubaix. Déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, Geoffrey, tu étais dans les gradins toute la semaine, du mercredi au dimanche. C'était comment l'ambiance sur place ? C'était top. Il y a toujours un crescendo dans la manière dont se remplit un vélodrome tout au long de la semaine. Il y a un peu moins de monde le mercredi, un peu plus le jeudi, un peu plus le vendredi, jusqu'au week-end où c'est plein à craquer. J'en avais déjà fait plusieurs aux Pays-Bas, en Allemagne, et le public qui est à fond derrière son équipe nationale, ça fait plaisir de vivre ça à domicile, parce que c'est les premiers mondiaux de piste que j'ai fait en France, dans un vélodrome où j'ai l'habitude d'aller dans les tribunes en plus, donc ça faisait doublement plaisir. J'aurais jamais cru qu'il y aurait eu des mondiaux à Roubaix, mais ça a été une excellente semaine. François, c'est le même ressenti que tu as depuis toi ta position de commentateur, de consultant ? Oui, alors moi je suis arrivé sur place le vendredi soir, donc j'ai pas eu ce qui se passait le mercredi, jeudi, vendredi, mais j'ai vu effectivement sur les réseaux sociaux que les tribunes n'étaient pas forcément pleines les 2-3 premiers jours. Par contre, le week-end, effectivement, c'était blindé. Donc tout ça, c'est un petit peu normal parce que les gens travaillent aussi en semaine. Donc c'est pour ça qu'on peut trouver des tribunes qui ont du mal un petit peu à se remplir et que ce soit plein le week-end. Très bien, mais en tout cas, qu'il y ait du monde, de l'ambiance, c'est positif, même si après voilà, il y avait peut-être un peu moins de monde, un peu moins de place en tout cas, que l'on pourra avoir notamment l'an prochain à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc ce sera déjà peut-être aussi davantage de monde qui sera possiblement, qui pourra aller au Vélodrome, puisque ça sera en région parisienne, un bassin de population plus important. Donc on verra l'an prochain, mais on a déjà eu le retour de mondiaux en France. Le dernier c'était je crois en 2015, justement à Saint-Quentin-en-Yvelines. François, en 2015 tu y participais. Oui, j'ai gagné 2 titres. Donc c'était la folie. Oui, c'est sûr que sur Saint-Quentin-en-Yvelines, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 5000 spectateurs qui peuvent être accueillis, alors qu'à Roubaix, 1500 je crois. Donc Saint-Quentin, ouais, les championnats du monde. Là en plus la France, l'équipe de France, on a gagné toutes les épreuves de sprint. Il y en a 4, on a gagné les 4. Donc c'était la folie totale. Les gens faisaient la hola, ils ont crié mon nom. Moi, c'est mes plus beaux souvenirs, c'est d'être champion du monde à domicile, devant sa famille, ses fans, ses sponsors, et puis tout le pays, quoi. C'est sur sa piste d'entraînement en plus. C'était un chaudron, c'était mes plus beaux moments. C'est sûr que ça apporte un petit peu quelque chose de particulier, en plus de gagner en France que de gagner par exemple en Colombie. Il y a cette proximité-là en plus. Ah oui, c'est sûr. D'habitude, nous, on a un sport où on court beaucoup à l'étranger. Donc les résultats, on les voit, les gens les voient dans les médias. Là, pouvoir montrer à tous ceux qui te suivent, montrer en vrai ce que tu fais,
qu'ils puissent ressentir cette ambiance d'un vélodrome plein à craquer, où il fait chaud, où ça gueule, où ça hurle à chaque fait et geste des Français. C'est génial parce que là, ils peuvent ressentir ce que moi je ressens habituellement à l'autre bout du monde. Et puis voilà, où il y a la communion avec le public. Et honnêtement, même si tu as mal aux pattes ou même si tu peux être dans une condition physique un peu moindre, quand tu as 5000 personnes qui te crient à tue-tête dessus, je peux te dire que tu as des ailes qui te poussent. C'est incroyable, c'est la folie. C'est vrai, c'est toujours l'avantage de courir à domicile un petit peu, et c'est là où, à force de courir un peu partout dans le monde, il y a moins un petit peu ce sentiment, ce ressenti pour les cyclistes, et notamment pour les pisteurs, vu qu'il y a des manches qui sont plus dispersées à travers le monde. Et justement, pour les mondiaux qu'on a eu là il y a une dizaine de jours, on va faire le bilan un petit peu. Déjà, de manière générale, on a eu 2 titres mondiaux avec Benjamin Thomas et Donovan Grondin. On a eu plusieurs médailles. Au total, on a eu 3 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Dans l'ensemble, sur un bilan global, est-ce que c'est un bon bilan pour toi, François, de la part de l'équipe de France, des pistards français dans leur ensemble? Ouais, c'est bien, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que déjà il y a des titres de champion du monde, donc c'est bien. Et puis c'est pas le fait du hasard, quoi. C'est pas une échappée qui va au bout, on prend un tour, le mec qui part en facteur, tout le monde se regarde derrière, et puis ça y est, il va marquer des points. Non, ça c'est des titres qui ont été gagnés en très costaud. Ensuite, ce qui est bien et ce qui est super intéressant pour la dynamique générale de l'équipe de France, c'est qu'il y a aussi bien des médailles dans le sprint que dans l'endurance. Puisque, moi, j'ai fait 20 ans d'équipe de France, je viens juste d'en sortir. L'endurance, ça a été très compliqué pendant une bonne dizaine d'années. Avec 0 médaille sur les championnats du monde, même des podiums compliqués à aller chercher sur ne serait-ce qu'une Coupe du Monde. Donc là, la France d'endurance revient très fort. Il y a du monde, ils sont jeunes en plus. Que ce soit chez les nanas et chez les gars, c'est pareil. Donc c'est jeune, il y a du monde. Et même les remplaçants, c'est des remplaçants de très très grand luxe. Parce qu'il y a, comme on dit, c'est un problème de riches. Donc c'est très bien, c'est très bien. Dans le sprint, il y a même pas beaucoup de relève, même pas du tout. Ils sont jeunes aussi, donc maintenant ils sont devenus titulaires, nos sprinters là. Par contre derrière, chez les très jeunes, en junior, il y a pas grand monde et il va falloir vite remédier à ça et faire la détection. Hein. En tout cas, nos jeunes sprinters, comme je dis, ils sont jeunes, mais ils sont déjà très bons parce qu'ils font 3e aux Jeux Olympiques en vitesse par équipe. Là, ils sont vice-champions du monde de vitesse par équipe. Dans les épreuves individuelles, c'est un peu plus difficile. Mais voilà, ils n'ont pas 30 ans, quoi. Leur moyenne d'âge, sur les 3 de la vitesse par équipe, leur moyenne d'âge, c'est 22 ans. Donc c'est très bon aussi pour le futur du sprint français. François, tu disais qu'en individuel, c'était un peu moins ça. On a les 2 monstres néerlandais qui écrasent tout depuis quelques années et c'est difficile d'exister derrière. Mais on a quand même un gars comme Sébastien Vigier qui a réussi à prendre la médaille de bronze derrière au sprint. Donc on se rapproche. Les écarts en temps par rapport aux Néerlandais sont pas ceux qui pouvaient être à Berlin aux derniers mondiaux, enfin aux mondiaux précédents il y a 1 an et demi. Donc ouais, non, c'est vrai, les écarts se resserrent. C'est vrai que l'équipe de France, par exemple, elle se prenait 2 secondes il y a encore 1 an et demi. 2 secondes sur un sprint de 3 tours, c'est un gouffre. C'est une planète. Hein. Donc, sachant que c'est plus l'équipe de France qui a progressé plutôt que les Néerlandais qui ont baissé de niveau. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, parce que les Néerlandais ont tout de suite été, depuis, ça fait 3-4 ans, ils font toujours les mêmes chronos. Ils ont quand même amélioré encore bien l'année dernière et cette année, parce qu'ils progressent et puis on met toujours de plus en plus gros. Donc, ils sont, on va dire que sur la piste en général, on met de plus en plus gros. Donc, avec les années d'entraînement, l'adaptation des plans d'entraînement aussi, avec les gros braquets à l'entraînement, le corps commence à s'habituer clairement à pouvoir être productif avec ces gros braquets-là. Donc, en course, ça commence à se faire ressentir. Nous, on a pris beaucoup de retard, justement, parce qu'on a un entraîneur, il y a 5, 7, 8 ans, notre entraîneur ne voulait pas entendre parler des gros braquets. Donc pendant que nous, on tournait encore les jambes, les autres, ils mettaient gros. Donc on a perdu beaucoup de temps. L'écart, là, commence à se réduire parce que les Français aussi commencent à mettre gros et puis ils commencent surtout à assimiler toutes ces charges d'entraînement et les gros braquets. Et ça fait qu'on rattrape un petit peu nos retards et que les chronos commencent à se réduire avec les meilleurs. Mais il y a encore beaucoup de travail.
C'est-à-dire qu'en quelque sorte, la génération qui commence, qui a commencé depuis quelques années avec Sébastien Vigier, Ryan Elal, Mathilde Gros aussi chez les femmes, c'est aussi grâce à ces méthodes plus modernes qui sont mises en place, en plus de leur talent également. Oui, maintenant, on se rend compte depuis quelques années maintenant qu'avant, on était beaucoup trop petit. On n'optimisait pas la force acquise en musculation, ou même la force qu'on pouvait acquérir sur nos entraînements, sur le vélo, en mettant des très très gros braquets, en faisant de l'endurance de force, faire de la force pendant longtemps. On tournait trop les jambes, donc on était bridé, limité par cette cadence de pédalage. Maintenant, puisqu'on met très gros, on optimise déjà beaucoup plus la force acquise, et donc on va aussi beaucoup plus vite parce qu'on est plus limité et bridé par cette cadence de pédalage qui, elle, nous limite. La force, elle nous limite un peu moins, parce que de la force, tu peux acquérir de la force jusqu'à 35-40 ans. Par contre, ta cadence de pédalage, elle est innée, et il faut la travailler pour pas la perdre, mais tu peux difficilement la faire progresser. Donc au bout d'un moment, la cadence de pédalage, c'est vraiment ça qui te limite. Donc maintenant, voilà, on a ça, on l'a assimilé, on l'a compris, et nos jeunes marchent très très jeunes. Quand on regarde l'équipe d'Allemagne, les féminines allemandes, elles gagnent tout en sprint, elles sont plus jeunes que Mathilde Gros. Elles ont 20 et 21 ans. Mathilde a 22 ans. Donc c'est pour dire que maintenant, c'est fini d'attendre des années pour qu'on prenne de la caisse, pour qu'on prenne tout ça, puisque maintenant on optimise déjà l'entraînement déjà dès les juniors, on est beaucoup plus tôt très performant. Et donc c'est aussi la même chose pour un gars comme Lavrezen, le néerlandais. Lui, ça fait déjà 3-4 ans même qu'il est à ce niveau-là. En 2017, je me rappelle, c'est la première fois que je le voyais au championnat du monde. Il avait 20 ans. Il fait vice-champion du monde de vitesse individuelle à 20 ans. Et depuis, il n'a pas décroché les podiums. Il est jamais descendu des podiums. Et il vient de gagner son 8e titre de champion du monde, d'affilée quasiment. Et puis avec des chronos hallucinants. Va falloir s'habituer à ça. Il est presque imbattable, quoi, en quelque sorte. Là, actuellement, oui, il est imbattable depuis déjà 3 ans même. 3 ans, ouais. Le seul qui pourrait le battre, clairement, c'est son coéquipier, Hoogland. Un Hoogland en forme. Là, Hoogland, il était quand même un petit peu fatigué. Il était à son 5e jour de course. Il avait la borne en plus dans les pattes que Lavrezen n'avait pas faite. Mais en tout cas, ils sont monstrueux. Du coup, pour les Français, chez les hommes, il faut un petit peu se contenter des miettes que les Néerlandais peuvent laisser. Ouais, c'est ça. Eh ben, c'est la phrase que tu viens de dire. Je vais pas dire son nom, mais c'est un des Français qui m'a dit ça. Il m'a dit maintenant, à cause d'eux, pour l'instant, on se contente des miettes. On y va pour les miettes. Après, bon, c'est triste à dire, mais bon, en même temps, quand on a vraiment comme ça qui sont au-dessus du lot, bon, c'est un constat. Mais bon, il faut toujours se battre. Ils se battent, les Français, ils se battent. Là, moi, j'ai entendu des discours cette année au championnat du monde qui m'ont vraiment fait très plaisir. Des discours qui, il y a un an, c'était totalement l'opposé. Donc là, ils prennent confiance, ils prennent conscience aussi de ce qu'ils sont capables de faire. Et ça fait du bien, et ils sont sur le bon chemin pour performer. Et il y a aussi après, d'une certaine manière, une marge de progression, comme on voit notamment sur la vitesse par équipe avec Florian Grengbo, qui avait été intégré pour la première fois au relais sur les Jeux Olympiques, et où ils avaient obtenu la médaille de bronze. Là, cette fois, c'est la médaille d'argent. Alors, on va pas dire que la prochaine fois, ça sera automatiquement la médaille d'or, mais il y a de la découverte, de la progression pour ce relais. Ah oui, puisque le trio qui a fait les Jeux Olympiques cette année, c'était leurs premiers Jeux Olympiques. Et Florian Grengbo, il a fait les Jeux Olympiques avant de faire les championnats du monde. Donc moi, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il n'est pas passé au travers, malgré son jeune âge. Et clairement, il tient la pression. Parce que je ne sais pas si vous imaginez, vous avez 20 ans. 20 ans, le gars, il remplace Grégory Boger aux places de démarreur de la vitesse par équipe. Il a peut-être fait un championnat d'Europe, peut-être. Il n'a pas fait de championnat du monde. Et il va directement aux Jeux Olympiques, où on prétend gagner une médaille. Alors, il savait qu'ils allaient se battre pour la médaille de bronze. Il savait que l'or et l'argent, ça allait être quasiment mission impossible. Mais en tout cas, bon, tu vas au jeu, tu dis, ouais, c'est chaud, quoi. T'as 20 ans, il n'a pas d'expérience. C'est pas lui manquer de respect de lui dire ça, mais il n'a absolument pas d'expérience. Mais il a tenu la pression et ça montre qu'il est fait pour le haut niveau. Et ça montre qu'il a des belles compétences pour être performant, quoi. Parce que quand il va avoir l'expérience, les années d'entraînement aussi qui vont quand même s'accumuler, il va progresser, ses chronos vont descendre. Et puis là, tout ça, c'est une découverte pour lui. Donc quand il va être encore plus confiant et qu'il aura encore plus conscience de ce qu'il est capable de faire, et quand il va se dire là, j'y vais pas pour la découverte ou peut-être pour une médaille de bronze, et que j'y vais pour une médaille d'or, ça va le transcender. Et pareil pour les autres, hein.
pareil pour les deux autres, hein. Même si Vigée et Lal, ils ont déjà fait des championnats du monde, ils ont plus d'expérience, ils sont un peu plus âgés. Mais en tout cas, ouais, c'est une belle équipe qui montre qu'ils sont faits pour la compétition. Il faut pas les gâcher. C'est ça le principal. C'est encore un autre sujet. Après, chez les femmes, on a Mathilde Gros qui est toute seule depuis un petit moment déjà, qui a pas remporté de médaille. Elle a été éliminée en quart de finale de la vitesse individuelle et elle était en petite finale sur le Keirin. Est-ce qu'on peut parler de déception ou contre-performance de sa part sur ces mondiaux? Oui, je dirais les deux. C'est une déception et c'est une contre-performance parce que Mathilde, on sait de quoi elle est capable de faire. Elle nous l'a déjà démontré par le passé. Donc on attend beaucoup d'elle, parce qu'elle nous a déjà montré des choses intéressantes, même des très très belles choses. Ça fait déjà quelques temps où à chaque fois c'est toujours le même résultat, c'est-à-dire une contre-performance et puis forcément de la déception. Et ça, je pense que ça la fait rentrer dans une spirale forcément négative. Ça la frustre parce qu'elle sait aussi de quoi elle est capable. C'est simplement que visiblement, elle a pas d'expérience, elle a pas assez une grosse expérience. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'elle a très peu couru, même si elle commence à avoir quelques années maintenant dans sa besace en tant que sprinteuse. Mais elle a commencé le vélo super tard. Elle n'est pas forcément habile sur un vélo, donc des fois elle peut se faire peur. Quand il faut mettre le nez dans un trou et puis faire un petit coup de casque ou mettre un petit coup de coude, elle va pas le faire, elle va rétrograder pour repasser à l'extérieur, mais en sprint c'est trop tard. Donc elle sait tout ça, c'est pas nouveau. Elle essaie de se prendre en main, elle se pose des questions, j'espère qu'elle se pose des bonnes questions. Bon, elle a 22 ans, elle a le droit à des erreurs, hein. Elle a le droit à des erreurs, on lui en veut pas. Par contre, il faut simplement faire attention parce que les Allemandes, il y a 3 Allemandes, 3 en plus, elles sont 3 les Allemandes. Elles sont plus jeunes qu'elle, elles sont déjà toutes les 3 championnes du monde et raflent tout chez les nanas. Donc Mathilde, il faut faire attention parce que les années qui passent, c'est des années de perdu. Et on les rattrape jamais. Même si derrière elle peut tout gagner, mais c'est des années de perdu. Donc il faut vite qu'elle se remette en ordre de marche, qu'elle se fasse confiance et puis qu'elle lâche les chevaux, parce que les chevaux elle les a en plus. Elle a les chevaux, mais simplement elle se fait peur, elle a pas confiance, elle a pas assez confiance en elle et puis c'est surtout elle est mal managée, elle est mal coachée, elle est très très mal coachée. François, par rapport à Mathilde, j'ai quelques pistes, on va dire, mais c'est vu de l'extérieur sur ses contre-performances. Il y a le fait que totalement, comme tu dis, elles sont 3, Grabosch, Linze, Friedrich qui est un peu plus jeune que Mathilde. Les deux autres, t'as dit qu'elles étaient plus jeunes, elles sont plus âgées, mais c'est 1 et 2 ans de plus, c'est quasiment le même. Et justement, en Allemagne, ils sont 3, il peut y avoir une sorte d'émulation interne. À l'entraînement, forcément, ça peut se tirer la bourre un peu plus, alors que Mathilde est encore un peu seule. Bon, on a une jeune coureuse qui arrive, qui a été sacrée championne du monde chez les juniors en 2019. On peut peut-être espérer que ça mène quelque chose. Et à quel point le fait d'être seul comme ça à l'entraînement, ça peut être un problème. Et une autre chose sur laquelle j'aimerais ton avis, c'est que quand elle était junior, elle faisait des chronos énormes sur le 500 mètres. Elle a complètement arrêté le 500 mètres depuis qu'elle est passée pro, alors que les Allemands y sont dans le 500 mètres, les Ukrainiennes qui les battent parfois y sont, les Russes y sont au 500 mètres. Mathilde n'y est plus alors qu'elle pourrait y être et peut-être qu'avoir l'opportunité de gérer un titre mondial sur le 500 mètres, voire de l'avoir, ça pourrait aider à la débloquer pour la vitesse. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça c'est le gros problème des entraîneurs qu'elle a eu ces 2-3 dernières années. C'est comme je disais, là je vais être cash, mais elle est très mal entraînée, elle est très mal coachée, elle est très mal managée. La base du sprint, c'est le 500 mètres pour les femmes, c'est le kilomètre chez les hommes. Tu démarres, donc tu as de la force explosive. Ensuite, tu es en puissance et tu finis sur du lactique. Quand tu fais un 500 mètres chez les femmes ou un kilomètre chez les hommes, tu travailles toutes ces qualités-là. Et Mathilde, on voit aujourd'hui, son problème, c'est qu'elle n'a pas de jump. Elle ne sait pas accélérer. Elle est super diesel. Parce que déjà, on lui met un braquet énorme, que parfois elle n'arrive pas à dominer, donc elle subit son braquet. Et puis quand tu as un braquet tellement gros comme ça, suffit que tu freines un petit peu, parce que tu as peur, comme elle peut avoir peur parfois, tu retiens un tout petit peu les pédales, et puis tu vas perdre 1 ou 2 km/h que derrière tu peux difficilement rattraper, ou alors il est trop tard. Et puis finalement elle est coincée dans un schéma monotactique, surtout en Keirin je parle, dans un schéma monotactique. Alors que si tu as un braquet un peu plus souple, tu peux t'adapter à tous les faits de course et puis tu peux aller gagner. Mais là,
Là, c'était du n'importe quoi de lui avoir fait arrêter le 500 mètres parce que c'est la base de tout. Donc ça, c'est la partie 500 mètres. Et puis oui, effectivement, elle est toute seule à l'entraînement. Alors oui, certes, il y a Marie Divine, Marie-Divine Kwame. Kwame. Bon, bah, elle est déjà plus junior. Elle a tout à prouver encore. Faut qu'elle bosse dur, mais elle peut pas encore prétendre à titiller Mathilde à l'entraînement. Donc Mathilde, à l'entraînement, elle est seule. Moi, je pense que ce qui lui ferait du bien, c'est de faire des sprints avec les mecs. Parce que là, tu sais, t'es une nana, tu fais un sprint derrière un mec. Ouais, tu sais que tu vas en chier, quoi. Quand il va démarrer ou quand il va lancer, toi, tu as intérêt de visser aussi comme un malade derrière pour arriver à tenir la roue. Et ça, elle devrait le faire tous les jours à l'entraînement, mais ne le fait pas parce que on lui met pas ses sprints avec les garçons. Elle pourrait aussi faire des sprints avec les garçons qui vont un peu moins vite pour essayer de combler cette différence de niveau. Et ça lui ferait énormément de bien. Moi, je me souviens, à mon époque, ses prédécesseurs, à Mathilde, toutes les nanas faisaient ses sprints avec les mecs. Alors, pas avec le top élite, parce qu'effectivement, quand on accélère, les nanas, elles pétaient nos trous, mais avec les espoirs ou même avec les juniors, des bons juniors. Et tous les jours à l'entraînement, clairement, tu es obligé de t'impliquer encore plus pour suivre la roue. Et c'est ce qui te fait progresser, c'est ce qui te tire vers le haut. C'est comme quand moi je faisais mes sprints avec Grégory Boger ou Florian Rousseau ou Arnaud Tournant. Je me suis dit, non mais attends, là, je suis pas avec n'importe qui, j'ai pas envie de passer pour un peintre, et j'ai pas envie de passer pour le nul. Donc je me donne à 200%. Et puis quand je vois les chronos qu'ils ont fait, je me dis, ah, ils ont fait un super chrono. Vas-y, il faut que je fasse pareil, ou il faut que je fasse mieux. Donc en fait, tous les jours à l'entraînement, tu entraînes ton mental déjà. Tu entraînes ton mental à être pas compétitif, mais à quelque part, si. Mais compétitif, bon, c'est un peu la compète. Il ne faut pas non plus que ce soit la compète tous les jours. Mais que tu aies cet état d'esprit de transcender pour te tirer vers le haut. Et nous, c'est ce qui nous a tiré vers le haut. Pourquoi nous, les Français, on est forts? C'est parce qu'il y a toujours 2-3 mecs qui sont forts dans le même groupe d'entraînement. Et puis, on se tire vers le haut parce que tous les jours, on a envie de faire meilleur que l'autre. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et là, pourquoi les Hollandais, il y en a 2 qui sont au-dessus du lot aussi, 2 ou 3, c'est pareil, parce que dans leur groupe, chacun voit les chronos de chacun à l'entraînement tous les jours, et ils veulent faire mieux que le collègue. Ça aide aussi beaucoup, parce qu'après, quand tu arrives en course, et puis que tu as fait ces 3 derniers mois toujours mieux des meilleurs chronos que ton collègue, bon, peut-être que ton collègue, ça, il s'en est forcément rendu compte. Et peut-être que déjà, tu as un ascendant psychologique. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais Mathilde, il faut qu'elle fasse ses sprints avec les gars. Il faut qu'elle retrouve le 500 mètres, la vitesse par équipe. Mais en même temps, la vitesse par équipe, ils ont aussi viré Sandy Claire, qui n'aurait jamais dû être virée de l'équipe de France. Mais ça, c'était encore des vengeances personnelles de l'entraîneur qui était en charge du groupe Pro Sprint jusqu'à il y a peu, parce qu'elle vient de se faire virer. Mais c'était, comme je dis, c'était géré, mais n'importe comment. N'importe comment. Et aujourd'hui, on a fait des erreurs au JO de 2016. La France, la FFC, n'a pas appris de ses erreurs. Elle a refait les mêmes erreurs. Et on a vu à Tokyo, les 6 médailles ou les 7 médailles que le président voulait, on en est très loin, très très loin. Et les Français, ils ont failli pas faire de médaille de bronze en vitesse par équipe. Hein. Ça s'est joué comme nous à Rio en 2016. Ça s'est joué parce que l'équipe en face, elle se loupe techniquement. Voilà, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Il faut savoir se dire aussi des choses. Parce que toujours à enjoliver les choses, finalement, on n'avance pas. On fait du surplace et puis on se fait doubler par tout le monde. Mais ça, c'est le problème français. On est toujours là à dire que c'est bien. Non, ils sont jeunes, il faut laisser le temps. Non, parce que les autres aussi, ils sont très jeunes. Et puis, les années passent et on ne s'est pas posé assez les bonnes questions. Et pour Mathilde, là, c'est pareil. Depuis 3-4 ans, elle ne se pose pas assez les bonnes questions. Ses entraîneurs non plus ne se posent pas assez les bonnes questions. Et ça la dessert. Après, François, tu dis que, je veux dire, parfois aussi, il y a certains coureurs, ça peuvent avoir à gagner à prendre le temps de maturer et d'exploser un peu plus. J'ai par exemple en tête un km/h Mayenne qui a eu son premier titre de champion du monde à 28-29 ans. C'est ce que j'allais te dire. Mais oui. Mais t'as vu, j'ai mis 12 ans avant d'être champion du monde la première fois, 12 ans. Après, j'ai été beaucoup blessé. J'ai eu des problèmes de dos, de genoux. Ça m'a pas mal ralenti. Et puis c'est surtout que dans ma tête, j'avais pas assez confiance en moi. J'avais pas assez confiance en moi. Et le jour où j'ai switché, c'est là où j'ai commencé à tout gagner.
c'était qu'un problème de remise en question et puis de management. Et parce que aussi on commençait à aller vers les gros braquets. Et finalement, pour moi, c'était tout un mix qui a fait que j'ai commencé à marcher à 28 ans. Alors que mes aînés, eux, ont été champions du monde ou champions olympiques à 20 ans, ou 21 ans, 22 ans, comme un petit peu actuellement. Parce qu'à l'époque, ils étaient dans le vrai par rapport aux autres pays. C'est-à-dire que l'équipe de France, fin des années 90, c'était une des premières à avoir fait un pôle national, un centre d'entraînement national, comme à l'INSEP. Et puis on a eu un autre à Hyères. Et puis où ils ont mis un petit peu les moyens sur la piste. Avec Look, par exemple, ça a été la première marque de vélo à faire des vélos en carbone. Donc nous, les Français, quand on regarde les Jeux de Sydney en 2000, les Français, ils ont des roues Mavic carbone, des vélos Look tout carbone, aéro super rigides. En face, ils ont des roues à rayons et des vélos en acier encore. Donc la différence est énorme. Et en plus de ça, les Français, ça a été aussi les premiers à faire de la musculation. Il y a eu quand même l'Allemagne de l'Est. Mais l'Allemagne de l'Est, c'est pas une référence. Hein. Mais ça a quand même été la France à avoir les Français des années 90, c'était les premiers Français à être en pôle national, en centre d'entraînement et à commencer aussi la musculation à l'entraînement pour des sprinters. Donc on était dans le vrai. On n'était pas encore dans le vrai sur les braquets, mais sur tout ce qui est installation sportive, oui. Et c'est pour ça que la France, à l'époque, a gagné tout aussi. La France s'est endormie sur ses lauriers et on s'est fait dépasser par les Anglais, après par les Allemands, encore les Allemands, les Australiens, maintenant c'est les Néerlandais. Et là, on espère que ça va bouger et que la France va redevenir la nation forte qu'elle a été. Mais c'est effectivement, oui, pour en revenir à ton exemple, moi j'ai gagné à 28 ans parce que j'ai arrêté de compter sur les autres et puis je me suis réveillé, on va dire, je me suis posé les bonnes questions par moi-même. Parce qu'à l'époque où j'ai switché, on n'avait plus d'entraîneur. Notre entraîneur a démissionné, il nous a laissé trop tout seul. Donc on était livrés à nous-mêmes. Et puis moi je suis parti au Japon, donc j'étais vraiment face à moi-même. Et c'est vraiment là où j'ai percuté sur plein de choses. Mais j'aurais pas eu ça, j'aurais finalement peut-être jamais gagné. Ouais, ça peut être toujours un petit déclic, un petit quelque chose qui fait basculer la machine du bon côté. On verra pour Mathilde Gros à l'avenir. En tout cas, s'il y a un domaine pour le coup qui progresse et qui est en progression depuis quelques temps, c'est pour le coup pas le sprint mais la poursuite. On l'avait vu sur les Jeux Olympiques, on l'a vu encore sur ces mondiaux. Alors chez les femmes on n'a pas eu d'équipe représentée en poursuite par équipe. On a eu Marion Boras qui était présente en poursuite individuelle, qui était tout près de la qualification pour la petite finale après une crevaison en qualification. Ouais, c'est vraiment dommage. Au final la poursuite on est sur un bilan qui devient de plus en plus bon. Ah oui, clairement. Et puis c'est vrai que, juste pour faire une aparté sur Marion Boras, elle crève au bout d'1 kilomètre en poursuite. Donc elle refait sa poursuite après tout le monde, parce qu'il fallait qu'elle fasse sa phase de qualification. Et elle ne va pas en finale 3-4 pour 5 dixièmes. Elle fait le 5e temps à 5 dixièmes du 4e temps. Donc moi je pense qu'elle avait largement les moyens au moins de se battre pour la médaille de bronze, ou tenter au moins de concourir, de refaire une poursuite. Donc c'est vraiment dommage. Ensuite, oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'équipe féminine parce qu'elles ont fait des très beaux Jeux olympiques. Elles ont éclaté leur record de France. On a une belle équipe aussi là, elles sont très très jeunes. Marie Lenette, Clara Copponi, Coralie Demey, Marion Boras, Victoire Berthaud. Et désolé pour celles que j'oublie, mais Valentine Fortin, voilà. Pardon. Donc c'est une très belle équipe, très jeune aussi. Chez les mecs c'est un peu plus vieux, mais en tout cas voilà, ça commence à être. Ils ont fait 3,47 record de France au championnat du monde. Ils font vice-champion du monde à titiller les machines italiennes. On a du beau groupe et en plus, comme je disais tout à l'heure en début de podcast, c'est que en endurance, il y a les quatuors, mais derrière il y a du monde aussi à la relève. Donc chez eux, il y a des remplaçants de luxe. C'est comme j'ai dit, c'est un problème de riche. Donc c'est très bien parce que tout le monde se tire vers le haut aussi. Ils ont un bon état d'esprit en poursuite, en sprint aussi. Hein. Mais différent, ce que je veux dire par là, c'est différent d'il y a 10 ans où c'était
C'était pas pareil. Là, c'est vraiment cohésion, team, ça fait vraiment plaisir à voir. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Et puis, Steven Henry, il fait du très très bon travail, l'entraîneur de l'équipe de France en poursuite. Et puis, nous, la Français aussi, on a toujours été très bons sur tout ce qui est américaine. Hein. On a ramené un paquet de titres de champion du monde ces 20 dernières années. Parce qu'avant, vous n'avez peut-être pas connu, mais il y avait Franck Perk, Jérôme Neuville, Sasson. Ça a été tous des champions du monde en américaine. Donc, ça fait plaisir parce qu'il y a eu un gros trou en poursuite ou même en endurance en général, un gros trou pendant très 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 longtemps. Et c'était toujours le sprint, justement, c'était le sprint, quand le sprint était au top, c'était le sprint qui ramenait des médailles des championnats du monde. Mais là, c'est 50-50 et puis c'est très bien. C'est très bien parce que ça donne une émulation, c'est positif. Quand tu vois, quand tu vois l'américaine devenir championne du monde, toi t'es sprinter, tu fais c'est génial, ça te met les frissons, t'es en train de t'échauffer pour ton sprint là, ça te met les frissons et puis ça te galvanise. C'est génial. Donc en endurance, enfin, on retrouve des très très bons résultats et ça fait vraiment plaisir à voir. Et là, pour le coup, tout est bien lancé, la fusée est bien lancée en vue des Jeux Olympiques de Paris d'ici un peu moins de 3 ans maintenant sur toutes les différentes épreuves d'endurance. Oui, sur l'endurance, oui. Je suis pas dans le groupe endurance, mais quand je les entends parler, quand je vois le travail qui est fait, quand je parle un petit peu avec le staff, ouais, ils sont dans une bonne dynamique. Le sprint, c'est différent. C'est différent, c'est quand même il y a une bonne dynamique aussi parce que là ça donne envie. Ce qu'ils ont fait au jeu, les sprinters, c'est bien. Là, ça les met en confiance, ils confirment au championnat du monde. Mais ce qu'ils ont vécu ces 3 dernières années, c'est impensable. Vous pouvez même pas vous imaginer ce qu'ils ont vécu. C'est pas du tout professionnel. C'est une honte pas possible. Et j'espère que là il va y avoir du ménage très rapidement cet hiver, quoi. Le ménage a commencé à être fait, mais je ne suis pas sûr que les hauts dirigeants soient capables de gérer ça bien, parce que moi j'ai averti il y a 3 ans qu'il y avait des grosses carences, des gros vices, et puis des choses qui étaient vraiment pas du tout professionnelles. Ils ont préféré faire la politique de l'autruche et de me virer de l'équipe de France. Et on a vu 3 ans après, les résultats au jeu, ils sont pas là. Et puis ils virent l'entraîneur 2 ou 3 mois avant les Jeux Olympiques. Donc c'est du grand n'importe quoi. Donc là, on peut pas dire, même si les coureurs sont vraiment bien, on peut pas dire que les coureurs soient bien encadrés pour l'instant. Donc imaginez-vous le potentiel des gars. Du coup, là, t'es revenu un peu sur l'entraîneur des sprinters, puisque tu évoques ça. Comment tu peux... C'est quoi ton ressenti quand tu vois qu'à côté de ça, il y a des entraîneurs français qui réussissent à briller à l'étranger? Je pense à Benoît Vétu au Japon, par exemple. Benoît Vétu au Japon, Franck Duriveau au Canada. Franck Duriveau, en seulement 3 ans, sa nana, elle est championne olympique de vitesse individuelle. Et il a une deuxième nana qui est fait 3e en keirin. Donc nos Français, on a des entraîneurs extrêmement compétents, sauf que Franck Duriveau, il s'est fait virer aussi de l'équipe de France, ils l'ont mis au placard. Il était entraîneur national, on a gagné tous les titres de champion du monde avec lui en 2015 en France. Et les championnats du monde finis, on l'a viré comme un malpropre. Benoît Vétu, à l'époque, pareil. Benoît Vétu, on lui a dit, toi, tu rentres pas dans les box au milieu de la piste. Au pire, tu prends la caméra, tu vas dans les tribunes et tu filmes les courses. C'est une honte, parce que c'est une guéguerre, c'est des guerres d'ego. Il y en a, ils sont là parce qu'ils sont carriéristes, ils ne voient que leur place, donc ils se vissent sur leur fauteuil, ils font tout pour garder leur place, parce qu'en fait, dans une fédération, tout le monde est sur des sièges éjectables. Donc à partir du moment où tu sais ça, tu fais tout pour garder ta place. Et donc, il y en a clairement, leur politique, c'est soit la politique de l'autruche, comme ce qui a été fait ces 3 dernières années, ou soit diviser pour mieux régner. Donc, on met des bâtons dans les roues à ceux qui nous font chier. Désolé de parler comme ça. Et voilà. Et on éjecte les gens qui sont pas contents, ou qui mettent certaines personnes, qui les remettent en question, comme moi j'ai fait. Et moi, on m'a viré parce que j'ai remis certaines personnes en question. À dire attention, là, il n'est pas du tout impartial, il a ses têtes, il fait des avantages à des coureurs et pas à d'autres, c'est pas normal. Il met des bâtons dans les roues à certains coureurs, c'est pas normal. On est tous une équipe, c'est l'équipe de France. Et malheureusement, ces 3-4 dernières années,
les sportifs n'étaient absolument pas au milieu et au centre du projet. Donc c'est les carriéristes. On fait tout pour garder notre place et puis pour la blinder. Et après, on va faire 2-3 trucs histoire de jeter des paillettes aux yeux des patrons là-haut pour montrer 2-3 trucs comme quoi on bosse. Mais moi, je vous assure, hein, c'est une honte ce qui se passe. C'est une honte, c'est anti-professionnel. Et je l'ai vécu et les coureurs l'ont vécu jusqu'au jeu là. Et je peux vous dire, faire ce qu'ils ont fait dans ces circonstances-là, moi je retire mon chapeau parce que je ne donnerai pas de nom. Il y en a qui étaient au jeu cette année au championnat du monde. Il y en a un qui m'a dit on est la génération sacrifiée. Il m'a dit ça l'année dernière. Et moi quand j'entends ça, ça m'horripile. C'est pas possible, c'est inacceptable. Le mec, il est au début de sa carrière et il dit déjà que c'est la génération sacrifiée. Parce qu'il voit bien qu'il est très mal géré, très mal coaché. Quand il demande un conseil juste avant de monter en piste à son entraîneur il lui tape sur l'épaule, il fait « Ouais, fais comme tu veux, fais comme tu le sens. » Et puis après, il lui dit « Tu verras, il va se passer plein de choses. » Non, mais attends, on est où là? C'est quoi ces conseils là? C'est pas des conseils là. C'est les pires conseils que tu peux donner. Tu verras, il va se passer plein de choses et je sais pas, fais comme tu veux. Voilà, il a répondu. Je sais pas, fais comme tu le sens. Voilà, mot pour moi. Donc c'est triste. C'est triste. Donc le coureur qui avait besoin d'un conseil, donc s'il a besoin d'un conseil, déjà, c'est qu'il n'est pas sûr de lui. Donc quand tu as une réponse comme ça de ton entraîneur à qui tu venais chercher un peu de réconfort, ah bah là, il a encore plus creusé ton trou là. Et quand tu as des coureurs qui disent « Moi, je préfère être moins bien entraîné que de dire ce qui va pas et d'aller au conflit. » Oui, c'est inquiétant. Je préfère être... C'est très... Et moi, ça, pour l'avoir averti et avoir dit ça au DTN et au président, eh ben, ils ont préféré me virer. On voit le résultat aujourd'hui. Hein. Moi, ça me rend fou. Ça me rend fou. Et ça contraste avec l'impression que j'ai de l'extérieur, encore une fois, juste des tribunes du Vélodrome et observer tout ce qui se passe un peu partout, avec le groupe de poursuite où il y a Steven Henry qui a l'air d'encadrer énormément les équipes, le travail de cohésion entre les coureuses. Je pense notamment aux filles en poursuite qui ont sur l'espace d'1 an et demi, 2 ans, explosé le record de France d'une dizaine de secondes. Marion Boras qui avait un blocage psychologique, qui réussissait pas à passer sous les 3,30. Il y avait un record de France de poursuite individuelle qui datait des années 90. Et là, sur le mois qui a précédé les championnats du monde, 5 fois elle fait des temps meilleurs entre 3,20 et 3,26, alors qu'avant elle passait pas les 3,30. Dans le collectif de poursuite, il y a une marge de progression énorme et on voit qu'il y a des avancées qui sont faites et des avancées nettes et on sait se dire qu'on a un collectif qui avance vers quelque chose et qui, pour parler des épreuves olympiques en poursuite par équipe, en omnium et en Madison, ça fait 6 épreuves hommes et femmes où on peut se dire aujourd'hui qu'en 2024, on va être candidat à la médaille d'or au JO. Bah oui. Oui, parce que ils sont bien coachés, ils sont bien managés par leur entraîneur. Alors après, on a bien vu le bilan de ces mondiaux. Avant de finir, on va regarder un petit peu ce qui attend la piste dans son ensemble. Avec déjà samedi prochain, on a la première manche d'une nouvelle compétition lancée par l'UCI cette année, la Ligue des champions de piste. Ça commence donc ce samedi à Majorque. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, on peut comprendre. Hein. Ça réunit les soi-disant meilleurs de sprinters et les meilleurs pistards en endurance, avec sur une soirée la vitesse individuelle, le keirin, le scratch sur 5 km au lieu de 20 km, et l'élimination avec 18 participants sur chaque épreuve. François, toi, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu as vu, compris de cette nouvelle compétition lancée par l'UCI? C'est bien parce que ça apporte de l'activité, de l'attrait sur la piste. En plus, ça va être diffusé sur Eurosport, si je dis pas de bêtises, donc sur Eurosport international en plus, donc dans plusieurs pays. Parce que justement, c'est coproduit par Eurosport, par le groupe Discovery qui est propriétaire d'Eurosport. Donc ils veulent maintenant on compte sur la piste pour faire de l'audimat, donc c'est vachement bien, pour faire du spectacle. Ça va être un peu un sport spectacle quand même, parce que ça va être très bref, des compétitions très brèves comme tu l'as dit, hein, on passe de 20 km en scratch à 5 km, mais ça va apporter de l'attrait, du dynamisme, et après attention, hein, les mecs ils vont se donner à fond, hein, parce que ce qui est bien aussi pour le pistard, c'est qu'il va y avoir des belles primes de course.
Donc il va falloir aller la chercher, cette prime de course-là. Donc il faut gagner, il faut être devant, quoi. Donc c'est ça aussi qui fait qu'il va y avoir beaucoup d'émulation, une belle émulation. C'est un début de quelque chose qui est intéressant et qui tire forcément la piste vers le haut. Parce que les pistards maintenant, ils vont passer à la télé. Donc quand on passe à la télé, on peut plus facilement aussi avoir des sponsors. Parce qu'on intéresse les entreprises. Et puis là, la piste qui intéresse les médias et qui intéresse des producteurs d'événements comme ça, bah moi je dis c'est tout bénef pour tout le monde. Et après, je sais qu'on en avait parlé un petit peu avec Geoffrey en préparant le podcast. Il n'y a pas un risque que les pistards préfèrent les 6 jours, par exemple, des compétitions qui peuvent être plus rémunératrices, à cette Ligue des Champions. Alors ça va concerner surtout les coureurs en endurance, mais il n'y a pas ce risque-là? Ça dépend des primes de course. 6 jours, comme tu dis, c'est 6 jours. Hein. Donc il faut arriver la veille, on repart le lendemain. Donc ça fait un gros déplacement. Alors que là, pour un Européen, aller à Majorque, pour une compétition comme ça qui n'a pas vraiment de valeur sportive, il peut arriver la veille, il repart le lendemain, la course, elle est sur une journée, je crois. Tout à fait, sur juste une soirée, toutes les épreuves. Juste une soirée, ouais, voilà. Donc clairement, il part un week-end. Et puis peut-être qu'en un week-end, il peut gagner autant que sur les 6 jours. C'est peut-être même plus rentable, la Champions League, la Ligue des Champions pour les coureurs. Tout dépend de leur contrat sur des 6 jours, tout dépend des primes de course sur la Ligue des Champions. Mais non, je pense pas que ça fasse de l'ombre Je pense que c'est ça, un complément, peut-être, un complément. Ouais. Côté masculin, quand on regarde la liste de départ pour l'épreuve en endurance, il y a 2-3 noms qui sont sympas, mais c'est clairement pas le plus haut niveau. Il y en a beaucoup qui ont préféré pour cette saison la saison des 6 jours. Ouais, peut-être. En sprint, c'est pas mal. Côté féminin, les 6 jours ont du mal à apporter un côté féminin à leurs épreuves. Il y en a quelques-unes qui font des épreuves, mais c'est plus un 3 jours qu'un 6 jours. Et donc côté féminin, le plateau est pas si mal que ça. Mais côté masculin, le plateau est assez famélique, je trouve, pour l'endurance. Mais après, les spécialistes de l'endurance aussi ont je veux dire, quand on est au championnat du monde, ou même en Coupe du Monde, on a une course au point, c'est 160 tours, on a Madison, c'est 200 tours. Là, ils vont faire 5 km, donc c'est 20 tours. Ouais, peut-être qu'aussi, eux, ils ont besoin de rouler. Et puis, sur des 6 jours, de base, on a un contrat fixe. Alors que là, peut-être la Ligue des Champions, il n'y a pas de contrat du tout, et tu dois aller faire ta place pour aller te faire rémunérer. Donc, si c'est pas intéressant jusqu'à la 5, 6, 7e place, c'est sûr que tu vas assurer le coup, et puis tu vas partir une semaine sur des 6 jours. Après, pour cette première, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la saison était longue avec les Jeux, même la préparation pour les Jeux était très longue. Hein. On a rajouté une année. Il faut récupérer tout ça. Et peut-être que là, pour la première Ligue des Champions, peut-être que les coureurs, là, au mois de novembre, généralement, c'est coupure. Hein. C'est coupure. Et que c'est pour ça qu'il n'y a pas de grand nom sur cette première Ligue des Champions. Il faut voir sur les prochaines. Et après, d'ailleurs, au niveau des pistards engagés, on a 3 Français au total. Mathilde Gros, du côté du sprint féminin, et Tom Derache et Ryan Elal pour le sprint masculin. On n'a pas de représentants en endurance, ni chez les femmes, ni chez les hommes. Sachant que c'est limité à 18 en endurance et 18 en sprint. Un autre point qui a bougé cette saison, c'est la Coupe du Monde qui a été transformée en Coupe des Nations, qui est passée, au lieu d'être sur l'hiver, qui est passée un peu calquée sur la saison sur route, avec la volonté d'avoir plus de visibilité justement auprès des médias. Est-ce que ça a été efficace, ce point-là ? Bon, cette année, c'était l'année Covid, donc il y a eu des annulations de Coupe des Nations, maintenant, on va appeler ça comme ça. Moi, je préfère Coupe du Monde, c'est tout de suite plus clair. Coupe des Nations, annulation ou report. Hein. Par exemple, la manche de Cali, qui devait être en juin, je crois, elle a été repoussée cette année au mois de septembre, donc il n'y a eu clairement personne. Pour moi, il y aura, médiatiquement parlant, c'est pas bon, parce que déjà, on passe de 6 Coupes du Monde à 3 Coupes des Nations. Et en plus de ça, maintenant, les Coupes des Nations, ça va être l'été, ça va être pendant le Tour de France et peut-être un bout sur la Vuelta, en juillet-août. Donc, ils sont où les médias au mois de juillet ? Où est-ce qu'ils sont les médias au mois de juillet ? Est-ce que tu crois ils sont au Tour de France ? Imagine-toi, mais
pour n'importe quel média, même les étrangers, c'est un truc à pas manquer. Est-ce que tu crois qu'ils vont faire le déplacement sur une Coupe des Nations, en plein Tour de France? Alors peut-être que ça va susciter des vocations pour aller envoyer d'autres reporters ou d'autres journalistes sur les Coupes des Nations, mais en tout cas, la place qu'aura les Coupes des Nations dans les médias en plein Tour de France ou en pleine Vuelta, c'est non. On peut pas faire plus de médias, on peut pas faire plus de buzz en quelque sorte avec une Coupe des Nations en plein Tour de France que quand elle était avant en plein milieu de l'hiver. Ouais, ok, il y avait pas mal de cyclocross, mais bon, là, c'est Tour de France quand même. Donc non, compliqué de rivaliser. Ouais, voilà, on peut pas faire plus de buzz en plein mois de juillet que l'hiver comme c'était avant. Donc là, la Coupe des Nations, on verra, mais moi, ça me semble tout cuit d'avance, quoi. On va entendre moins parler. Surtout que la compétition a été lancée un petit peu de travers. Bon, certes, pas aidé par le Covid, mais à la base, ça devait être une épreuve qui était réservée aux sélections nationales. Ils ont vite rétro-pédalé pour intégrer quand même les équipes pro-pistes. Il y a, sur les dates qui est prévues, bon, il y en a une qui a été annulée, mais c'était prévu en même temps que les classiques. La deuxième manche, c'était en même temps que le Giro. La troisième, en même temps que le Tour de France. La quatrième, en même temps que la Vuelta. Donc, c'est sûr que quand tu avais 6 épreuves et que c'était tiré de novembre à février, il y avait moins de prise médiatique de la route. Là, novembre-décembre sont pris par la Ligue des Champions, mais je trouve dommage d'avoir été recalé de façon assez brutale plein de grosses épreuves pistes au milieu de l'été, alors que le calendrier avait pris le temps de s'installer en faisant de la piste de haut niveau, on va dire, une discipline un peu plus hivernale. Oui. Ce qui dans l'absolu pose pas de problème, parce que maintenant, aujourd'hui, tous les grands vélodromes sont des vélodromes couverts. Et ce qu'il faut, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais les championnats du monde aussi, maintenant, Oui. c'est au mois d'octobre. Voilà. Qui étaient en mars avant, Ouais, février-mars. enfin, toujours à cheval sur février-mars. Donc, on a totalement. On est revenu en arrière, parce qu'à l'époque, moi, je me souviens, quand je suis arrivé en équipe de France en 2001, eh bien, en 2001, il y avait les championnats du monde à Anvers, et c'était en fin septembre. Et au début des années 2000, justement, les mondiaux se sont ravancés petit à petit. Il y en a eu après, il y a eu une année où ça a été estival, une année au mois de mai, et après ça s'est installé au mois de mars. Il y a eu un shift, on va dire, progressif qui s'est fait sur quelques années. Là, il n'y en a pas eu, ça a été brutal d'un seul coup. Paf, on met en... Ah bah, total, ouais, on inverse tout, là. Après, le but, c'est aussi pour les mondiaux de 2023, où l'UCI veut organiser ces grands championnats du monde, où on regroupe toutes les disciplines, soi-disant en même temps, au même endroit. Finalement, c'est tiré sur quasiment un mois. Ouais, alors pour moi, je leur souhaite quand même bon courage pour trouver de la place dans les hôtels. Et puis, ouais, alors c'est bien pour les équipes nationales, parce qu'en fait, elles font qu'un déplacement, il y a le staff qui peut rester sur place un peu plus longtemps, ça évite de faire 36 000 voyages aller-retour du staff, mais ça va être un petit peu compliqué, parce que, par exemple, un gars comme Benjamin Thomas, il va faire quoi? Il va choisir la piste ou la route? Si les championnats du monde piste et route sont en même temps, on ne peut pas faire l'un après l'autre comme ça à une semaine d'intervalle. Il y a une préparation spécifique, soit pour l'un, soit pour l'autre. Et puis si on choisit l'un, on va pas être bon à l'autre, parce qu'il y a le coup de pédale aussi qui est pas pareil. Il faut une certaine période d'adaptation. Et ça, c'est dommage, parce que en ayant les championnats du monde au mois de février, on pouvait avoir beaucoup plus de routiers, beaucoup plus de grands noms qui faisaient aussi, qui attiraient les médias et qui faisaient briller davantage la piste. Là, on verra, faut voir. Mais je pense que ça va être compliqué pour pas mal de coureurs de faire l'un et l'autre, quoi. Surtout que ceux qui ramènent du monde d'un point de vue international, côté féminin, ces dernières années, on avait Kirsten Wild aux Pays-Bas qui réussissait à drainer pas mal de monde. Côté masculin, les Elia Viviani, les Filippo Ganna, ça ramène beaucoup de spectateurs dans les vélodromes. Si un Filippo Ganna, s'il a le mondial de poursuite 3 à 8 jours avant le championnat du monde du contre-la-montre, lequel va-t-il faire?
en année olympique ou à l'approche de l'année olympique, on peut se dire que ouais, effectivement, il va y avoir l'attrait peut-être de l'un plus que de l'autre, mais cet alignement des calendriers facilite pas la tâche, quoi. Je veux dire, l'exemple d'un Non, Filippo Ganna, c'est sûr. typiquement, la Coupe des Nations qui est au mois de mai, il va jamais la faire. Ah bah ouais, non, ça m'étonnerait. Hein. Il va pas s'amuser à faire un truc sans prépa spécifique, un minimum de prépa spécifique. Surtout s'il se retrouve à aller courir le Giro en même temps, il y a quand même une course sur route qui prend aussi pas mal de temps et d'énergie à peu près en même temps. Mais bon, on verra à l'avenir les prochaines années de ce nouveau calendrier mis en place par l'UCI, on verra ce que ça va donner. Là, cette année, c'était un petit peu particulier avec le Covid, on verra déjà si l'an prochain ça peut se passer de manière un petit peu plus normale. On va espérer sans annulation en tout cas. Et bien voilà, avec tout ça, on arrive à la fin de ce podcast. On a bien regardé, bien parlé de la piste, du bilan de l'équipe de France. Merci beaucoup François Pervy pour avoir été avec nous, pour avoir parlé de ça et pour ton expertise, ton regard. C'était très intéressant en tout cas. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Et de rien, merci beaucoup à Geoffrey également qui était en ma compagnie également pour ce podcast. Pour Chasse Patate, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier podcast de l'année, de la saison. On fera le bilan des récompenses, un petit peu les meilleurs coureurs de la saison. Tiens, avant qu'on en finisse, François, pour toi les meilleurs pistards, hommes et femmes, est-ce que tu as des noms qui pourraient ressortir? Endurance et sprint ou... Oui, comme ça, un peu, s'il y a quelques noms qui sortent du lot. Alors, Bah moi je dirais Lavrezen, Ghana, et puis Borkov. Geoffrey, tu voulais dire quelque chose? j'allais dire, tu demandes de donner un pistard qui a bien brillé cette année. Harry Lavrizen, c'est quand même pas le nom le plus improbable à faire ressortir, quoi. Et avec Jeux Olympiques et Mondiaux, il a un sacré palmarès cette année. J'avais été chercher pour la présentation que j'avais fait des championnats du monde sur notre forum et Harry Lavrizel, la dernière fois en compétition majeure, c'est-à-dire Coupe du Monde ou championnat ou jeu important, la dernière fois qu'il a perdu, c'était contre Jeffrey Orland aux Jeux européens en 2019. La dernière fois qu'il a perdu contre un non-néerlandais, il finissait deuxième en 2018 de manche de Coupe du Monde derrière Matthew Gletzer qui à l'époque était champion du monde. Donc C'est voilà, dingue. Hein. dès que les Néerlandais sont au départ d'une compétition de vitesse individuelle au plus haut niveau, depuis 2019, 2020, 2021, 3 années où ils sont complètement invaincus. On a l'impression de retrouver l'équipe de France autour de 2000 avec Tournant, Rousseau. Et on espère qu'on pourra retrouver ça le plus vite possible pour l'équipe de France. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. On suivra ça à l'avenir, bien évidemment. François, Geoffrey, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast. Pour Chasse Patate, donc, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.